Java est une des plus longues îles de l'archipel indonésien. Avec ses 140 millions d'habitants, c'est aussi la plus peuplée du monde. Il faut donc s'échapper des grandes villes pour en découvrir les paysages splendides, les collines fertiles et les temples ancestraux. Plus de 40 volcans forment l'épine dorsale de Java. Leurs cycles incertains rythment la vie de l'île qui vire parfois au tragique. Cœur de la nation indonésienne, Java en symbolise la diversité. On y parle plus d'une dizaine de dialectes, mais tout le monde ou presque parle le bahasa indonésien, une langue qui contribue à unifier cet immense ensemble de peuples aux traditions riches et complexes, mais aussi au passé tourmenté. Notre périple commence avec la découverte du volcan Bromo, grand seigneur de la ceinture de feu, logé dans la partie est de l'île. À près de 2000 mètres d'altitude, il existe quelques endroits bien situés pour patienter, tandis que le brouillard se dissipe. L'attente est récompensée, le spectacle est de toute beauté. S'élevant des profondeurs de l'ancienne caldeira du Tengger, le Bromo est l'un des 3 volcans qui ont émergé d'un vaste cratère de 10 km de diamètre. Flanqué du Koursi à 2581 mètres et du Barak à 2440 mètres, le cône fumant du Bromo se dresse dans une mer de cendres. Le Bromo est vénéré par les Tengers qui peuplent les environs et viennent régulièrement jeter des légumes, des poulets, voire de l'argent dans le cratère pour apaiser la colère du volcan, comme le veut la religion hindoue. Malgré une forte déclivité, les pentes des montagnes sont toutes cultivées. Particulièrement recherchée, la pomme de terre y est à l'honneur. Village le plus proche du Bromo, Tosari est bien souvent embrumé. C'est ici que vit la majorité des cultivateurs. À la sortie de l'école, les enfants se ruent vers le stand de gourmandise qui vend des brochettes de poulet et des bouchées à base de pâte de riz. En Europe, l'Edelweiss est une fleur connue pour sa rareté. Sur les flancs du Bromo, une espèce différente pousse encore de manière naturelle, mais elle est menacée aujourd'hui. C'est très important pour notre culture, parce que cette fleur ici est surexploitée. Et nous voulons que les gens n'aillent plus les cueillir en montagne, il faut la préserver. Et c'est pour cela que nous en avons planté ici. L'ethnie Tengger en fait dans les temples un usage important. Tosari s'étend sur toute la ligne de crête. Il est approvisionné par des marchands ambulants. Les échoppes proposent des produits aussi variés que des friandises, des boissons et de l'essence, vendus en bouteilles. En contrebas du village, des camions déchargent des bûches de sengon, un bois proche de l'acacia qui va servir pour des travaux de construction. Contrairement au teck, qui a été surexploité, le sengon présente l'avantage de repousser facilement. Un peu plus bas dans la vallée, c'est l'heure de la sortie de l'école, mais aussi de la collecte du lait. Tardif en Indonésie, l'élevage bovin n'a été introduit à Java qu'à partir de 1750, date à laquelle la colonisation hollandaise s'est étendue à l'ensemble de l'île. Le relief contraint les agriculteurs à se contenter d'humbles exploitations, dont le bétail sort rarement. En revanche, les bêtes sont très bien nourries. Le fourrage est fraîchement cueilli.
Tout autour de Kalimpong, de toutes petites fermes livrent leur lait à la coopérative, dans un balai incessant de motos transportant jusqu'à plusieurs dizaines de litres. Le circuit est parfaitement rodé. Chaque producteur monte son lait au poste de contrôle, où ses propriétés sanitaires sont vérifiées. Le produit sera ensuite acheminé vers de grandes agglomérations pour y être vendu ou transformé. Non loin de là, à Dea Kalimpong, Johnny Purnamo veille jalousement sur son champ de pitaya. Aussi connus sous le nom de fruits du dragon, ils sont issus de la famille des cactus et ont besoin de très peu d'eau pour pousser. En plus d'être extrêmement savoureux, ces fruits présentent de nombreuses qualités nutritives. Le clou de girofle est une épice tout aussi précieuse. Avant que la route des Indes soit bien installée dans le commerce mondial, il se négociait en Europe à prix d'or. Aujourd'hui, la valeur du girofle a bien changé, mais sa culture relativement simple reste attractive. Nous poursuivons notre route vers l'est de l'île pour atteindre Jember. Grenier de la péninsule, la région foisonne de champs de légumes, de fruits, mais aussi de grandes plantations de tabac. Après leur récolte, les feuilles de tabac vont sécher en plein air, parfois étendues à même les champs dans les petites cultures familiales. Cette usine produit des cigares haut de gamme, qui demandent précision et savoir-faire. Selon la légende, l'un de ses membres fondateurs a rapporté d'un voyage à Cuba un des pieds de tabac qui ont fait la réputation des cigares des Caraïbes. Depuis, les produits de cette fabrique sont très demandés par les amateurs locaux. Les cigares de luxe sont exclusivement composés de feuilles roulées, quand les plus ordinaires sont faits des feuilles hachées. C'est une spécialité que nous avons héritée de l'époque coloniale. Et nous avons su perpétuer un bon niveau de qualité dans notre fabrication et tout en maintenant un haut niveau d'exigence. Puisque des clients d'un peu partout dans le monde, y compris l'Europe, l'Amérique, apprécient nos cigares. Ils achètent nos produits et nous en sommes très heureux. La finition et l'emballage exigent également beaucoup d'attention. La dernière feuille d'enrobage, que l'on appelle la cape, doit être impeccable. Tout autour de Jember, l'exploitation forestière et les plantations de cacao occupent le paysage. Plus haut en altitude, la culture du café domine et reste pourtant discrète, tant elle est dissimulée et protégée par l'envahissante forêt. Ces caféières produisent encore les précieux arabicas de l'époque de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Le riz, ou Oryza sativa, occupe une place fondamentale dans l'alimentation indonésienne. Les surfaces cultivées prennent de plus en plus d'importance, mais la culture en surface irriguée reste délicate. Située à l'extrême est, Banyuwangi est la dernière ville de l'arc javanais. On y distingue d'ailleurs l'île voisine, Bali. La cité est surtout la porte d'entrée permettant d'accéder à l'un des volcans les plus fascinants de l'Indonésie, le Kawah Lijen. Atteignant 2386 mètres d'altitude, il est encore considéré comme explosif. Sa dernière éruption date de 2002. Le Kawah Lijen abrite un lac d'acide réputé pour être le plus corrosif de la planète, qui lui confère cette couleur presque surnaturelle. Sur l'un de ses flancs,
un solfatar génère d'importantes quantités de dioxyde de soufre. Malgré ces puissantes émanations, une centaine de mineurs travaillent d'arrache-pied pour en récolter des blocs, qu'ils chargent sur des paniers en osier dans des conditions souvent épouvantables. Certaines des charges dépassent les 60 kilos. Il faudra aux mineurs près de 4 heures pour rejoindre la route la plus proche. Sur la côte, au port de Pantai Munkar, c'est la marée montante. Malgré la forte brise, les pêcheurs se préparent à embarquer pour une nuit en mer. Les bateaux, que l'on appelle pinisi, peuvent sembler bien frêles. Ils ont pourtant été conçus pour résister aux fortes houles et vents puissants. Sur les quais, les marchands finissent d'écouler les poissons arrivés dans la matinée. Le terri est particulièrement prisé. Ces menus frettins seront séchés en plein soleil puis consommés saupoudrés de sel. Sur les étals, thon, carangue, dorade coryphène et nombreuses autres espèces rivalisent de couleurs et de formes. Avant d'embarquer, les marins attrapent quelques silocs, des boulettes de riz et de viande que l'on picore arrosées de piment. Dans les belles propriétés des alentours, des temples d'inspiration balinaise trahissent la proximité avec l'île voisine. Il est temps de rejoindre le centre de Java. Logé à plus de 2000 mètres d'altitude, Dieng est un des villages les plus hauts perchés du pays. En ce mois d'août, la cité accueille son festival annuel. La zone est éminemment volcanique. Plusieurs sources d'eau chaude s'échappent des nombreux cônes qui peuplent les environs. Le cratère du Sikidang, situé sur les hauteurs du plateau, fume en permanence. Encore fraîche dans les esprits, sa dernière éruption remonte à 2009. Les visiteurs raffolent des œufs cuits dans les eaux bouillonnantes du volcan, à l'aide d'une épuisette en bambou, une spécialité du coin. Chaque année, le festival de Dieng met à l'honneur les ethnies locales. Malgré l'altitude et l'éloignement, le public rassemblé est nombreux. Sur le plateau, les multiples vestiges rappellent le passé glorieux de la cité. Dieng était entre le 8 et le 9e siècle une ville-temple qui s'est finalement dépeuplée de manière mystérieuse. Venue du village de Tirtosuro, la troupe Kejajar interprète une danse initiatique qui fait appel au dieu du plateau pour atteindre un état de transe, l'événement de la journée. Sugiyo est le leader du groupe. Armé de son micro, il fait monter peu à peu la tension. Il s'agit d'une danse sacrée que l'on exécute une fois par an.
Elle s'appelle Malansaposporo. Elle vise à éliminer les vibrations négatives qui nous entourent ici. Certains danseurs épuisés sont en pleine transe. La danse suivante conte la légende du chef religieux Kiae Kolodete, un des premiers à s'installer sur les plateaux de Dieng au prix d'affrontements avec des démons qui voulaient prendre sa place. Ce numéro allie deux styles de danse très différents, le Kubri Siswo javanais et la lique originaire de Bali. Ces deux jeunes danseurs célèbrent la victoire de Kiae Kolodete sur les forces des ténèbres. Entre alors en scène l'esprit maléfique, le fameux Lik, personnage redouté des Balinais. Kiae Kolodete va courageusement le défier. Récemment, plusieurs unités de géothermie ont été placées à différents endroits pour capturer les vapeurs et l'énergie dégagée par le volcan et pour la domestiquer. Les bouleversements climatiques ont pris dans cette région la forme d'une gelée nocturne, inattendue sous ces latitudes, qui oblige les festivaliers venus camper à trouver du bois pour se réchauffer. L'autre événement majeur du festival se déroule au pied du temple Arjuna, le lieu sacré du plateau de Dieng. Tous les dignitaires des environs ont fait le déplacement, y compris le gouverneur du centre de Java. La cérémonie, Gimbel, honore les enfants de Dieng qui ont été victimes de fortes fièvres. Durant la maladie, leurs cheveux ont formé des dreadlocks, similaires à celles des Rastas. Pour célébrer leur guérison, les personnalités de la région vont leur couper leurs boucles enfantines, qui seront soigneusement conservées comme des reliques. Quelques semaines auparavant, les petits ont pu choisir un cadeau qui leur sera remis à l'issue de la coupe des cheveux. Nous partons maintenant pour la côte sud de l'île, visiter un des sites bouddhistes majeurs en Asie du Sud-Est, Borobudur, situé à proximité de Yogyakarta. Les souverains de la dynastie Sailendra ont édifié Borobudur entre 750 et 850. L'histoire de ce temple demeure aujourd'hui encore assez obscure.
À travers le temps, il a toutefois résisté aux séismes, aux éruptions et même aux bombes terroristes. Le déclin du bouddhisme sur l'île de Java a conduit à l'abandon de Borobudur peu de temps après son achèvement. Ce lieu sacré a ainsi été oublié pendant des siècles, enterré sous des couches de cendres volcaniques. Ce n'est qu'en 1815 que le site fut déblayé. La fabuleuse imagination et les prouesses techniques de ses constructeurs ont alors été révélées au grand jour. À la fin des années 1970, les fondations du temple qui menaçaient de s'affaisser ont été restaurées. Ces travaux titanesques ont exigé de déplacer le temple pierre par pierre. Les historiens pensent que le Borobudur constitue un gigantesque mandala tantrique dans lequel les fidèles évoluaient de la base vers le sommet jusqu'au nirvana, le paradis bouddhique. La pierre grise devait être jadis recouverte d'une peinture destinée à capter les rayons du soleil. Aujourd'hui, les 90 000 visiteurs qu'accueille le temple certains jours fériés en sont la principale menace. Le lieu n'a pas été conçu pour supporter un tel passage. À Karang, le village voisin du temple, Gera mène encore à 70 ans sa petite entreprise de poterie avec dynamisme. La terre que j'utilise provient des champs de riz. Je ne la mélange avec rien d'autre. Juste un peu d'eau pour conserver la souplesse de cette terre. Je la récupère là-bas, derrière, du côté de Maripu. La majeure partie de sa production est vendue dans le village et ses environs. On y trouve des pots pour cuisiner comme des bougeoirs. Dans mon travail, les saisons sont importantes. En saison sèche, je travaille beaucoup plus. Les pots sèchent facilement. Alors que pendant la saison des pluies, c'est compliqué de travailler. La cuisson prend en général 3 heures et ensuite nous laissons les pots sécher au soleil. Une marchande de légumes habite la maison voisine. Son ingrédient phare, les piments. Les plus redoutables ne sont pas nécessairement les plus grands ou les plus rouges. Ces petites échoppes proposent aussi des plats cuisinés à emporter. À quelques dizaines de mètres de là, invisible depuis la route, l'atelier de Tony prépare du tofu frais, un produit que l'on consomme surtout à Java et moins dans le reste du pays. Les graines de soja sont d'abord broyées pour en extraire le lait, qui sera ensuite chauffé et fermenté. Tony est au travail depuis 3 heures du matin. Il doit impérativement finir sa production avant midi pour respecter le processus de fabrication avant que les températures ne soient trop élevées.
Après avoir été moulé dans ces bacs en bois, le tofu va être égoutté plusieurs heures durant lesquelles il durcira progressivement. Il faut compter environ 1 heure de préparation entre le broyage des grains et le reste. Ensuite, il faudra bien 5 heures pour obtenir une fermentation complète. Au sommet de la colline, le Plataran offre une vue imprenable sur le temple de Borobudur. Le chef de l'hôtel, Iqbal Batubara, va nous dévoiler quelques secrets de la cuisine régionale. Les épices occupent une place fondamentale dans la préparation des mets. Pour préparer le bœuf d'onsen, il faut bien sûr du piment. Ce sont de petits piments, mais ils sont très forts. Des noix de macadamia, du coriandre en graines, des échalotes, de l'ail, des clous de girofle et du tamarin séché. Le tamarinier se trouve juste en face de la cuisine. Du galanga. Les ingrédients qui constituent la base de la sauce vont être cuits dans de l'huile de coco, puis broyés à la pierre. Voici ma sauce qui a été bien écrasée. Je l'ai préparée avec le piment et tous les autres ingrédients comme les échalotes, l'ail, le galanga. Je rajoute la viande. Nous avons plusieurs différences dans notre cuisine. Dans l'ouest et l'est de Java, nous avons tendance à être plus épicés. Alors que dans le centre de Java, nous préférons être plus sucrés. Et ça, je pense que ce sont des éléments importants de différenciation. En quittant les plaines de Borobudur pour rejoindre Yogyakarta, nous découvrons sur notre route des paysages façonnés par l'homme, où le riz se cultive en terrasse. Dans une île qui dépasse aujourd'hui les 140 millions d'habitants, dont la surface des villes empiète de plus en plus sur les campagnes, on exploite le moindre mètre carré cultivable. Dans les rizières, les journées commencent avant l'aube pour terminer tôt dans la journée tant le travail est harassant. Site incontournable de Java, le temple de Prambanan s'érige aux abords de Yogyakarta. Une inscription datée de 856 marque selon toute vraisemblance la fondation de ce lieu sacré, considéré comme le plus beau vestige de la période hindoue. Détruit par un tremblement de terre, Prambanan est longtemps resté un simple champ de ruines. Ce n'est qu'en 1937 que des travaux de reconstruction ont été entrepris pour lui rendre son éclat. Le sanctuaire principal est dédié à Shiva. D'innombrables bas-reliefs finement sculptés entourent chaque temple. Ils retracent des épisodes tirés de l'épopée du Ramayana, un récit fondateur dans la mythologie hindoue.
Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site a de nouveau souffert d'un tremblement de terre en 2006. Les travaux de restauration et de recherche y sont permanents, qu'il s'agisse d'en reconstituer des parcelles récemment détruites ou de poursuivre des fouilles plus anciennes. Tout près du temple, le quartier de Bassen, logé dans la grande ville de Yogyakarta, abrite un réseau de bijoutiers spécialisés dans l'argent. Ginanjar s'est pris de passion pour l'activité de Saunto, qui l'aide à promouvoir son travail. Autrefois, les nombreuses mines d'argent de la région approvisionnaient les joailliers sans difficulté, mais leurs volumes ont aujourd'hui beaucoup baissé. Les bagues font partie des traditions javanaises. Chez les hommes, lorsque l'on en porte une qui possède une grosse pierre que l'on appelle haki, eh bien cela augmente votre aura, votre pouvoir. Ainsi, on est plus charismatique dans la vie quotidienne. Les prix des bagues peuvent grimper très vite, selon la rareté des pierres. On travaille tant l'améthyste que l'opale. Un peu plus loin, Ekowati enseigne aux filles comme aux garçons le pencak silat, un art martial indonésien très ancien. Duduk sempurna. Seluruhnya ambil sikap doa. Doa mulai. La technique de combat présente des similitudes avec le karaté japonais. Cette fusion d'arts martiaux ancestraux est née de l'occupation japonaise de l'île entre 1942 et 1945. C'est aujourd'hui l'art martial le plus répandu en Indonésie. À l'origine, il était utilisé par les soldats qui protégeaient le palais du sultan à Yogyakarta. La pratique s'est ensuite étendue à l'île de Java pour finalement conquérir le reste du pays. Le développement de la force intérieure permet d'exécuter de spectaculaires casses de matériaux à la seule force du bras. Bien sûr, il exige beaucoup d'expérience. Les élèves les plus avancés maîtrisent plusieurs types de combats, recourant à des armes différentes. Cet enchaînement aux allures de ballet parfaitement exécuté s'avère en situation réelle d'une redoutable efficacité. Nous prenons la direction du nord-ouest de l'île et son port de Jakarta, capitale de la République indonésienne. Cette mégapole de plus de 9 millions d'habitants s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Le port occupe à lui seul plusieurs centaines d'hectares, qui comprend une partie historique d'où partent toujours aujourd'hui les Pinesis, ces embarcations capables de transporter un fret important et dont la coque est taillée pour affronter les houles de toute l'Asie du Sud-Est. Ils sont encore quelques-uns à caboter ainsi les cales pleines de ciment ou de marchandises. Plus au nord, tout autour de la lagune,
des quartiers surpeuplés de marins et de marchands se concentrent autour des ports de pêche. Dans le centre, Kota a conservé un peu du charisme d'antan. Le quartier regroupe des édifices historiques du temps où ce que l'on appelait la vieille ville de Batavia était le centre du pouvoir colonial néerlandais. La place centrale de Kota fourmille de passants. Les bâtiments qui l'entourent témoignent d'un passé révolu, comme l'ancien hôtel de ville, le Taman Fatahillah. Les quartiers résidentiels se situaient autrefois au-delà du fleuve. L'Indonésie a prononcé son indépendance le 15 août 1945, profitant de la capitulation du Japon. Après des tentatives infructueuses pour reprendre le contrôle du pays, les Pays-Bas ont à leur tour reconnu l'indépendance indonésienne en 1949. Enclave chinoise traditionnelle, Glodok est aussi un quartier historique important. De nombreux commerçants en animent inlassablement les ruelles. Kalau profesional mah grup dong. Banyak tuh yang grup-grup duitnya. De l'autre côté du marché se dresse le complexe de temples bouddhiques de Yan Ten Keng. Construit en 1755, c'est le plus important de la ville. La présence du peuple chinois en Indonésie précède de plusieurs siècles celle des Néerlandais. Pourtant, son intégration a toujours été tourmentée. En 1998, la capitale a connu des émeutes très violentes stigmatisant cette communauté. Nous revenons à proximité de la zone portuaire pour aller à la rencontre de descendants des Portugais qui ont ouvert leur premier comptoir sur l'île en 1522. Certains d'entre eux parlent encore la langue de leurs ancêtres. André Juan Michels et son groupe jouent du Keroncong Toegoe. Cafrinho, la chanson qu'ils interprètent, est justement en créole portugais. Le keroncong, c'est une musique d'ici. Elle remonte au XVIIe siècle, quand les Portugais ont commencé à débarquer en nombre dans cette partie de l'île. Nous sommes là pour préserver cette tradition. Elle fait partie de nos racines. Maintenant, le keroncong s'est développé dans toute l'Indonésie. Ça reste quelque chose de très apprécié, mais ses racines sont ici même dans ce quartier. Au sud-est de la capitale, le mont Patua abrite le Kawah Putih,
un grand volcan dominant la ville de Bandung. Surnommée le cratère blanc, la montagne jouit d'une activité sismique très calme qui n'a pas connu d'éruption depuis le début du XVIIe siècle. Situé à 2430 mètres d'altitude, le Kawah Putih est très prisé des habitants de Bandung que les émanations de gaz ne semblent pas rebuter. Là où certains vont y chercher un peu de fraîcheur, les autres y voient le décor idéal pour leurs photos de mariage. Plus bas dans la vallée, des enfants de la ville se préparent à donner un concert d'angklung, un instrument traditionnel fait de bambou. Au Saung Angklung Yujo, les instruments sont fabriqués à la main. Chaque note produite par la canne est accordée au couteau et à l'oreille. Je dois ajuster la tonalité entre la partie haute et le bas du bambou. Le son doit être uniforme, quel que soit l'endroit où l'on tape dessus. Selon la complexité de la confection et le nombre de bambous nécessaires, Ahmad peut passer une journée entière à travailler sur le même angklung. Ces instruments ont été inscrits en 2010 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel de la planète. Une école locale enseigne les subtilités diatoniques de ces tubes musicaux. De l'autre côté de la rue, on fabrique des instruments plus imposants et plus compliqués destinés à de grands orchestres. Sur la scène de l'école, le spectacle commence par des wayang kulit, des marionnettes populaires à Java. C'est maintenant au tour des plus jeunes d'exhiber l'art et la manière de jouer de l'angklung. En poursuivant notre route vers l'est, nous atteignons la côte de Cirebon, qui domine la mer de Java. Sultanat indépendant au XVIe siècle, la ville a hérité de son passé royal l'un des kratons les plus anciens et les mieux conservés du pays. Ce palais du sultan, construit en 1527, arbore un style architectural singulier, curieux mélange d'ornements sundanais, javanais, musulmans, chinois et néerlandais. Le rayonnement du port de la ville est à l'origine de ces influences étrangères. Les seigneurs successifs y ont apposé leur marque, en rénovant une pièce du palais ou en agrandissant une autre. Le complexe s'étend aujourd'hui sur 25 hectares, dont la partie la plus moderne est toujours habitée par le sultan Sepu XIV. La salle d'audience du kraton sert régulièrement.
l'autorité du sultan est toujours reconnue et importante dans la vie de la région. Cette parcelle datant de 1430 était consacrée aux bains et réservée aux seigneurs. Les femmes y étaient interdites d'accès. Aujourd'hui, l'activité portuaire reste importante dans l'économie locale, tout comme le commerce des étoffes batiques. Vélo et moto restent les moyens de transport les plus populaires dans cette ville où le salaire moyen est d'environ 300 € par mois. On y mange heureusement très bien pour 1 ou 2 €. Nous sommes chez Katoura qui dirige l'un des nombreux ateliers de confection des batiks. Autrefois, cet artisanat avait une grande importance dans la course au statut social au sein des cours royales. En général, il faut au minimum 1 mois pour réaliser un batik. Des pièces comme celle-ci, avec des motifs un peu plus classiques, elles peuvent demander jusqu'à 3 mois de travail. Les motifs sont d'abord esquissés sur un tissu. La cire chaude et la teinture sont ensuite appliquées à l'aide d'un canting, une sorte de stylet. L'opération est ainsi répétée à chaque nouvelle teinte, qui permet de protéger et fixer les zones déjà peintes. Il y a plusieurs styles. À Pekalongan, on a des motifs qui sont plus en 3 dimensions. Ici, à Cirebon, nous sommes plus décoratifs, avec des motifs en 2 dimensions. Le style Wayang est aussi en 2 dimensions. Enfin prêts, les tissus vont être plongés dans un bain de fixateur. Le catalogue de batik haut de gamme du fabricant est impressionnant. Ces pièces les plus prestigieuses sont aujourd'hui chez de riches marchands ou collectionneurs. Katoura n'en conserve plus que quelques photos. En prenant la route de l'Est vers Pekalongan, nous visitons le village de Kalibelu et découvrons la très discrète cuisine de Bakjoun. Chaque jour, notre hôte allume ses fourneaux pour préparer des kue serabi, des gâteaux à base de coco tout simplement délicieux. J'utilise de la farine de riz, du sucre de canne, du sucre blanc, de la vanille et de la noix de coco. Levée tous les jours à 3 h du matin, la cuisinière ne s'arrête que lorsqu'elle atteint 50 gâteaux, ce qui est chose faite en fin de matinée. C'est une recette traditionnelle que les gens aiment bien par ici. D'ailleurs, chaque jour, je vends tout ce que je produis. C'est en compagnie des délices de Bakjoun que s'achève notre périple sur l'île de Java, dont nous aurons pu découvrir certains des trésors. Il faudra bien plusieurs voyages encore pour en épuiser toute la diversité des paysages, le foisonnement de cultures et la richesse des traditions.